Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein d'ado et aujourd'hui avec moi un invité prestigieux, bien connu de la communauté française en Israël. C'est le docteur David Shapira qui vient aussi au studio Qualita dans d'autres émissions donner un peu de son expertise. David Shapira, on va se tutoyer parce que c'est un ami aussi. Il a écrit un livre qui avait fait beaucoup parler à l'époque puisque le rabbin Jacob Kaplan était une star de la communauté. David Shapira, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, première question, avant de commencer l'introduction, de te présenter, de savoir qui tu es, etc. Pourquoi avoir choisi comme premier livre Jacob Kaplan? Toi qui es historien, tu as fait un doctorat. Pourquoi cette personnalité te plaisait autant? Parce que je voulais devenir rabbin. C'est la raison. Je voulais être rabbin. On saura tout. Voilà, 18 ans, j'étais prêt à m'inscrire d'ailleurs au séminaire rabbinique à Vauquelin, à la rue Vauquelin. J'hésitais peut-être un autre séminaire rabbinique à Londres et puis étudier en Israël. Et comme j'étais sioniste, j'ai décidé d'étudier en Israël. Et après avoir fait quelques années d'études rabbiniques, sachant que je ne deviendrais pas un rabbin, j'ai écrit sur un rabbin. Comment tu l'as su? Tu as eu une révélation, une voix divine? Ça c'est déjà, laisse tomber. Ça, c'est déjà inintéressant. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis vengé de mon impossibilité à devenir rabbin en écrivant sur le rabbin Kaplan. Et comme je raconte aux gens, quand on écrit un doctorat, parce que ce livre est un condensé d'un doctorat écrit en hébreu, quand on écrit sur une personnalité, on va dormir avec lui, on se réveille avec lui. Alors, pendant 4 ans, j'étais dormir avec le rabbin Kaplan, Jacob Kaplan, et je me suis réveillé avec lui, et je ne pensais qu'à lui toute la journée, à tel point que je suis arrivé au terme de mon doctorat à une situation où je savais que si je l'avais rencontré de son vivant, c'est-à-dire quelques années auparavant, je n'aurais plus de questions à lui poser. C'est-à-dire que j'avais compris toute sa philosophie, sa pensée, ses réactions, et je savais que n'importe quelle question, je savais déjà comment il me répondrait. Alors on va revenir à lui, parce que moi j'aurais fait une émission sur rabbin Kaplan, et je pense que c'est très intéressant de le faire. Mais ici, c'est l'émission Plein d'ado, ça parle des enfants, ça parle des ados. Donc, pour essayer de trouver un rapport avec tout ça, on va d'abord revenir à toi-même. Qui était David Shapira, adolescent? C'était un jeune idéaliste qui était aux EI, aux Éclaireurs Israélites de France. C'était en France, ça, donc? En France, Okay. né en France, au château de la Versine, à l'époque où il y avait énormément d'enfants juifs, peut-être encore à l'époque, aujourd'hui, qui avaient d'énormes problèmes sociaux, qui avaient été rejetés de leur famille, avec Chata et Bouli, un couple d'EI légendaire qui avait sauvé aussi des enfants juifs pendant la guerre. Et puis c'est un adolescent qui fait son aliyah à 18 ans, mais qui préfère, à la place d'aller travailler au kibbutz dans le cadre du Bnei Akiva, préfère aller étudier à la yeshiva 1 an, fait son armée pendant 1 an à Tzahal, dans des unités combattantes, et puis se marie, fonde une famille et étudie pendant de nombreuses années. Alors je vais revenir comme un peu en arrière. Quelle yeshiva et pourquoi ce choix? Yeshiva de Bethel, parce qu'elle proposait dans le cadre d'un programme franco-israélien la possibilité d'accomplir son devoir de 3 ans d'armée. À l'époque, 3 ans d'armée, aujourd'hui encore en Israël, mais aussi d'être exempté, acquitté de un an d'armée obligatoire aussi en France qu'il y avait à cette époque. Donc le deal était le suivant, 1 an de yeshiva, 1 an d'armée et 1 an de shlichut, de mission. Cette année de mission, je ne l'ai pas faite, je l'ai faite beaucoup plus tard dans le cadre du KKL en 2007. D'accord, donc tu finis l'année et là tu dois faire l'armée? J'ai fait mon armée, je me suis marié, j'ai étudié à l'Yeshiva, j'ai étudié aussi un diplôme pour devenir prof de Tanakh, de Bible et de Touchba. Rabbin, tu n'avais pas réussi, mais tu t'es dit, je vais essayer de rester quand même dans le domaine. Dans le cadre. Et puis après, je me suis occupé d'éducation informelle après la Yeshiva, c'est-à-dire j'ai dirigé ce qu'on appelle en Israël une midrasha. C'est un centre de séminaire où des élèves viennent pendant 2, 3, 4 jours, sont envoyés par l'école. Donc c'était pendant 1 an. C'était important pour toi ce contact, le contact humain avec les jeunes? C'était trop rapide. On n'avait pas le temps de s'attacher à eux que déjà ils repartaient. Okay. Alors l'année suivante, on m'a proposé, c'était l'année 90-91, l'année de la perestroïka, l'année où les juifs de l'URSS pouvaient enfin sortir librement. Et il y a eu une masse d'étudiants qui venaient et on m'a proposé de leur enseigner pendant 5 mois l'hébreu le matin et les bases du judaïsme l'après-midi. Ces jeunes-là étaient destinés à intégrer des universités technologiques, comme le Machon Lev ou le Technion. Et donc pendant 1 an, j'ai, avec 2 groupes d'étudiants,
dans un village qui s'appelle Élie. J'ai enseigné l'hébreu, moderne le matin, les bases du judaïsme l'après-midi. Ils avaient des cours d'anglais, de mathématiques de rattrapage. Voilà. Ça aussi, c'était l'année 90-91. Et après, j'ai aidé un ami qui s'appelle Eliezer Melamed, qui est rabbin, lui aussi. Comme disent les antisémites, j'ai aussi des amis rabbins, a fondé une yeshiva Tesder. Yeshiva Tesder, c'est une yeshiva militaire. C'est-à-dire qu'on étudie et on fait l'armée en même temps. Eliezer Melamed, qui est au goût du jour aujourd'hui, très, très en vogue comme rabbin, très, très à la mode, puisque son livre sur la halakha, etc., tourne un peu partout. Ouais, donc, tu étais à l'origine un peu de sa carrière là-bas, tu te souviens ? Disons qu'il avait besoin d'aide. Voilà. J'étais son coéquipier, son alter ego. Et on a fondé ensemble une yeshiva Tesder, donc une yeshiva militaire, dans un village qui s'appelle Har Bracha, le mont de la bénédiction, et qui avait beaucoup de mal à se développer. Il y avait très peu de familles. Et cette aventure a duré à peu près 4 ans, avec une parenthèse à la yeshiva du Rav Goren au Mur. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et en 96, j'ai commencé ma carrière de journaliste. Avec toi, Bernard. Alors oui, c'est une partie de ta vie que les gens connaissent un peu moins. On connaît David Shapira, l'historien. Depuis peu, on connaît aussi David Shapira, le guide, puisqu'on voit ici et là des photos. Guide et rabbin, c'est à peu près la même chose. Sur Facebook, effectivement, un guide spirituel. Voilà. Mais toi, tu as préféré actuellement un guide historique. Terrain. Mais par contre, on connaît moins, les plus anciens s'en souviennent, mais les jeunes ne connaissent pas ta carrière radiophonique. Alors, quel a été le besoin à l'époque? Pourquoi tu t'es lancé dans ça? Parce qu'il n'y avait pas de programme, ou quasiment pas d'abord. Il y avait quelques émissions Col Israël qui étaient un peu vieillottes. Il n'y avait rien en français, quoi. Pratiquement rien en français. Et donc, il y a une opportunité qui s'est ouverte avec une radio qui était privée, semi-légale ou semi-illégale, on ne sait pas très bien jusqu'à maintenant. En tout cas, qui émettait d'un cargo en dehors des eaux territoriales. Ouais. Voilà. Et donc, par un concours de circonstances, j'avais proposé à la direction 2 heures de programme en français par jour de radio. À cette époque, il n'y avait pas Internet, ou très peu. Et ça a été de grands moments de préparer 2 heures tous les jours de radio pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un adjoint me remplace à la radio et qu'on fonde à cette époque un site internet d'information en français, qui lui aussi a fermé au bout de quelques années, parce que j'ai décidé justement de remplir ma mission en 2007. Alors, pour ceux qui s'en souviennent encore, c'était le fameux site d'Arutsheva qui effectivement, même le site d'information en français, ensuite est devenu connu, puisque c'était presque une des principales sources en français où les francophones pouvaient avoir l'information quotidienne en français. On a l'impression que tu es un peu sur tous les fronts. C'est ton caractère aussi de faire un peu de tout comme ça? En fait, c'est un même front. Il y a une même constance, c'est-à-dire l'envie de transmettre, d'enseigner, l'envie de... Ça me rappelle une histoire, puisqu'on parle du rabbin Jacob Kaplan. Un jour, je reçois un coup de fil d'une jeune fille qui me dit, en Israël, qui me dit voilà, je suis la petite fille du grand rabbin Kaplan, mais je ne sais pratiquement rien sur mon grand-père, alors j'aimerais que vous me racontiez. J'étais un peu surpris parce que c'est vrai que j'étais devenu le spécialiste de la famille pour les questions du rabbin Kaplan, et souvent même ses enfants m'appelaient en disant quand papa est parti en Amérique, est-ce qu'il a pris l'avion, le bateau, des choses comme ça très très importantes. Oui, c'est amusant. Habituellement c'est l'inverse. Ouais, voilà. Et donc j'étais devenu le spécialiste. Donc il y a toujours la même constance, les mêmes paramètres, c'est-à-dire transmettre. Alors ça peut être par il y a différents moyens. Il y a l'éducation formelle et informelle. Il y a, on peut être rabbin, enseignant à l'école, dans une école. On peut être aussi guide et enseigner aussi à l'université. Ou alors faire une mission pour une institution sioniste, comme je l'ai faite au nom du KKL. C'était aussi une façon de transmettre l'amour d'Israël. Alors, 2 mots un peu sur ta mission du KKL. Tu arrives à Paris, tu dois aussi rechercher des fonds pour les projets du KKL en Israël, etc. Mais très vite, on repère aussi ta capacité à transmettre, à parler, puisque tu avais cette habitude. C'était une expérience importante pour toi? C'était marquant? Oui, c'était une expérience très enrichissante, surtout très enrichissante. J'étais un peu sur tous les fronts. Mon titre officiel était responsable des legs et testaments, c'est-à-dire je m'occupais des personnes âgées. J'ai découvert un monde de personnes âgées, juives pour la plupart, qui étaient seules, qui étaient isolées, malades, abandonnées, ou même par des circonstances familiales, qui étaient sans enfants. J'ai découvert la misère pas au sens matériel,
mais au sens moral, au sens Relationnel. psychique, relationnel, des vieilles personnes qui étaient abandonnées à leur sort, qui étaient dans leur couche sans qu'on les change. Enfin, ça a été une expérience assez difficile mais très enrichissante. Et puis l'opportunité aussi de nouer un contact absolument intime avec ces personnes-là, dont une qui est venue pour la première fois en Israël à l'âge de 82 ans et s'est suicidée quelques jours après son voyage. Tout ça, c'était programmé sans que je le sache, évidemment, mais qui m'a laissé une très belle lettre pour se séparer de ce monde et de moi-même. C'était émouvant, c'était difficile. Et puis, on m'a donné aussi la responsabilité d'organiser un genre de comité de bénévoles, de jeunes, des jeunes de notre âge à cette époque-là, entre 40 et 50 ans. Et c'est une équipe qui reste encore très fidèle et en contact. La plupart sont installés en Israël, d'autres sont en relation directe. Et on a gardé 10 ans après des liens très très forts. Alors, avant de passer dans une minute à la seconde partie de l'émission, on va parler plus d'histoire, on va parler aussi de jeunes, d'adolescents dans l'histoire. On va essayer de faire un peu la transition dans les secondes qui nous restent. Il y a aussi un lien très fort entre ta famille et la Shoah, de par les circonstances, etc. Et c'est un truc qui a peut-être aussi défini le choix de tes études et peut-être de ton métier, cette envie de transmettre aussi. Dis-nous-en juste 2 mots avant qu'on fasse une petite césure. Bon, d'abord, une des raisons de mon alias, c'est ce qui s'est passé pendant la Shoah, quand j'ai réalisé à un âge assez tôt que mes 2 grands-parents qui avaient été déportés et assassinés n'avaient au départ vu que la police française pendant très longtemps, que c'est au dernier moment, aux derniers instants qu'ils rencontrent les Allemands face à face. J'ai compris tout le mécanisme français de la collaboration française qui a fait que la plupart des Juifs ont été arrêtés par la police française et par naïveté de confiance envers la France. Et cet abus de confiance de la part des autorités françaises, c'est ce qui m'a beaucoup poussé à quitter la France aussi, mais évidemment par idéal sioniste. Voilà, on va y revenir tout de suite. Merci en tout cas pour cette première partie qui était très intéressante. Et là, on va se lancer dans le vif du sujet dans quelques secondes. Toujours avec mon invité David Shapira, l'historien. On a parlé du rabbin Jacob Kaplan. Bien sûr, ici, on ne pourra pas rentrer dans les livres, dans les dossiers, parce qu'on veut passer très vite à la suite. Et la suite, c'est moi qui l'amène un peu par une question. Quand j'avais lu ton livre, l'affaire Finali, ces fameux enfants qui ont été confiés à une famille. Parle-nous un peu de ça, parce que moi, j'ai senti, même dans ta rédaction, que sur le chapitre de l'affaire Finali, il y avait plus que le type qui écrit le livre. Il y avait aussi un peu de la souffrance de cet homme qui a envie de transmettre des choses et qui sait que là, on bloque des enfants et on sent une corde sensible dans le livre quand on lit ce chapitre. Alors, d'abord, il faut savoir que l'affaire Finali, jusqu'à aujourd'hui, ça fait encore des remous. C'est-à-dire 60 ans après, 65 ans après, il y a encore des gens qui se battent ou qui veulent revendiquer la victoire de l'affaire Finali. Il y a aussi des gens qui ne connaissent pas cette affaire. Alors, vas-y, parle-nous-en 2 minutes. En 2 phrases. Hein. C'est l'histoire de 2 enfants qui sont confiés par leurs parents venus d'Autriche, donc des Juifs autrichiens réfugiés en France, dans les années 41-42. Ils sont déportés et assassinés. Ils sont confiés chez une dame qui s'appelle Madame Antoinette Brun, qui, en 1945, à la place de les rendre à une des tantes qui habitent en Nouvelle-Zélande à cette époque-là, décide de les convertir en cachette, de faire traîner cette affaire-là encore pendant 3 ans. Et en 1948, une tante d'Israël redemande le droit de récupérer les enfants. L'affaire juridique dure jusqu'en 1953. Il y a un arrêt de justice qui ordonne à cette dame Antoinette Brun de rendre les enfants et elle informe les autorités ecclésiastiques que ces enfants ont été convertis au catholicisme et l'Église décide de les kidnapper, il n'y a pas d'autre mot, et de les faire passer en fraude illégalement en Espagne pour qu'ils soient cachés dans des monastères. On dirait une série policière. Alors jusqu'en 53, jusqu'en 53, les enfants ont 10-11 ans, quelque chose comme ça. Ils sont nés en 41-42, 11-12 ans. Ils ont été circoncis, c'est très important. Ils ont été circoncis parce que les parents en pleine guerre, quand ils étaient à Grenoble, ont voulu que leurs enfants demeurent juifs.
Et cette femme considère que puisqu'ils ont été convertis, l'Église aussi, ils n'ont pas à être rendus à la famille. Il y a eu un précédent qui s'appelait Edgaro Mortara en 1858, un enfant qui avait été converti à l'insu de ses parents à Bologne et qui n'a jamais été rendu, qui a fini prêtre. Parce que selon le dogme de l'Église, un enfant qui est baptisé, il a le salut, il a le paradis, et il ne peut pas être rendu à une famille juive, il ne peut pas revenir en arrière. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une bataille. Il y a eu une bataille. Au départ, la famille a demandé à un monsieur qui s'appelle Moïse Keller de récupérer la famille. Autour de lui, c'est développé un camp de combattants contre l'Église avec tout ce que ça comporte. Et Jacob Kaplan a été lui aussi prié d'intervenir, mais il a préféré essayer de se trouver un arrangement, une conciliation avec l'Église. Alors, quelle conciliation possible il y avait? Alors d'abord, pour lui, c'était sûr, les enfants devaient être rendus, et il s'engageait à ne pas poursuivre les poursuites ou les plaintes, retirer toutes les plaintes contre des prêtres et des sœurs qui avaient été arrêtés pour complicité de kidnapping. Donc il a choisi d'arriver à on ne dit pas un compromis, mais une autre voie que celle que d'attaquer, parce qu'il disait souvent je veux bien attaquer l'Église, ça va durer 50 ans, mais quand on arrivera à un résultat, les enfants seront déjà des prêtres confirmés. Donc ça ne sert à rien. Il ne faut pas aller, qu'on appelle en hébreu, la tête en dans avant, le mur. la tête dans le mur. Et donc les enfants ont été libérés et retrouvés par une femme très courageuse, une résistante, dont le nom m'échappe maintenant, mais ça n'a aucune importance. En tous les cas, ce qui était important pour lui, ce n'était pas d'arriver à une confrontation avec l'Église, avec le christianisme. On est en 53, 54, et souvent on lui avait reproché d'avoir été trop gentil, trop tendre, trop complaisant avec des autorités qui étaient responsables d'un kidnapping, d'un enlèvement d'enfants. À cause de leur religion. D'un autre côté, c'était un pragmatique qui recherchait la solution. Alors jusqu'à aujourd'hui, il y a encore controverse là-dessus, mais pour lui, le but était que les enfants soient rendus à leur famille. Les enfants aujourd'hui, ils ont 76 et 17 ans, hein, c'est plus des enfants. Il y en a qui était chirurgien, l'autre qui était informaticien ou ingénieur à Bezek, la compagnie téléphone israélienne. Ils habitent tous les deux dans la région de Guédera. Et en fait, le but de Kaplan n'était pas d'essayer d'entamer un bras de fer avec l'Église, mais de récupérer les enfants. Après avoir récupéré les enfants, Jacob Kaplan était prêt à passer l'éponge et à oublier ce fâcheux épisode qui aurait pu en fait se dégrader et devenir une nouvelle affaire Dreyfus qui aurait divisé encore une fois la France. Il y a eu 6 mois en fait d'affaires publiques, 6 mois où la presse s'est emparée de l'affaire, on parlait beaucoup de cela. Mais Kaplan voulait calmer le jeu et surtout récupérer les enfants. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des enfants convertis au christianisme sont rendus par l'Église. Ça ne s'est jamais arrivé. Il faut comprendre que là, l'Église a violé un de ses propres dogmes. Alors que vous savez qu'il y a, par exemple, le sida en Afrique et que l'Église n'est pas prête à permettre à ses fidèles la contraception masculine. Donc, c'est des questions de dogme, c'est quelque chose d'extrêmement figé, rigide dans l'Église. D'avoir rendu 2 enfants juifs convertis au christianisme, c'est une première, c'est la première fois. C'est la première fois que ça arrive, avant ça n'arrivait pas. C'est un véritable tour de force donc, du rabbin Kaplan, même s'il y a des controverses et des gens qui diront que... Jusqu'à aujourd'hui, le camp Moïse Keller, c'était le camp qui voulait combattre, qui voulait continuer. Ça me fait penser à l'affaire Dreyfus aussi, quand... ceux qui ont entendu parler de l'affaire Dreyfus, quand Alfred Dreyfus est libéré, bien que condamné, en août 1899 à Rennes, et il va voir tous les dirigeants du camp des Dreyfusards, il leur dit, écoutez, c'est très gentil ce que vous avez fait pour moi, je vous remercie, je vous dois beaucoup, mais vous mettez de côté. Calmez le jeu. Vous mettez de côté, maintenant c'est mon affaire, c'est moi qui vais m'en occuper. Et tout le monde était déçu qu'on n'ait pas mis l'Église à cette époque-là à plat, qu'on n'ait pas mis les nationalistes à plat, etc., que ce soit maintenant le capitaine Dreyfus qui s'occupe lui-même de cette affaire. Ça lui prendra 7 ans pour qu'il soit réhabilité et acquitté, mais si vous voulez, l'affaire ne devient plus publique. Voilà. Il y a toujours comme ça dans des affaires. Tu te reconnais un peu dans ce trait de caractère du rabbin Kaplan des fois, il faut viser le côté pragmatique, ouais, je crois que des fois, écoutez, souvent, j'ai fait par hasard des études de droit aussi, et souvent des gens m'appellent en disant il faut que je réponde à telle lettre, il faut que je réponde à ça. Je leur dis quel est d'abord ton but, à quoi veux-tu arriver? Viens, on commence par la fin. C'est quoi la dernière ligne? Après, on choisit une stratégie, mais il faut d'abord savoir quel est le but et ne pas confondre les moyens et les buts.
les moyens pour arriver au résultat à laquelle tu veux. Donc au départ, il faut se fixer un objectif clair, très clair et précis, et après on étudie les différentes stratégies. Les stratégies peuvent être différentes, mais en fin de compte, ce qui est important pour nous, c'est savoir quel est le but et l'obtenir. Voilà, je pense que c'est dans la vie, c'est aussi vrai pour toute chose dans notre vie. Alors viens, si déjà on dit pour toute chose, viens, parlons un tout petit peu d'éducation. Il faut faire pareil quand on a un enfant, c'est-à-dire on dit à quoi on veut arriver, même dans les relations avec lui, et puis se diriger vers ça, et des fois arrêter de commenter chaque acte ou chaque chose qu'il pourrait faire, où on pourrait être vexé, etc. Et viser plutôt quelle est la nature de la relation que je veux avec mon fils ou avec mon enfant, et essayer de s'y diriger un peu. Oui, quand on est parent, on veut que son enfant soit heureux. C'est le but. L'objectif, c'est qu'il soit heureux. Et souvent, l'enfant ne comprend pas aussi que si on lui met, par exemple, des limites, c'est aussi pour son bonheur. Parce qu'un enfant qui est sans limite, qu'on laisse, qu'on abandonne, c'est un enfant qui est exposé à toutes sortes de dangers. Aujourd'hui, que ce soit la drogue, l'alcool et autre chose. Donc, des fois, on est obligé de mettre des limites. L'enfant ne comprend pas toujours, mais c'est aussi pour qu'il soit heureux, pour qu'il comprenne que ces limites ont été aussi pour son bien, même s'il ne le comprend pas toujours. D'accord. Alors, juste par rapport à ça, je veux faire un tout petit pont d'1 ou 2 minutes avec ce qu'on a vu précédemment, des membres de ta famille qui sont morts pendant la Shoah. Comment les Juifs sont sortis de la Shoah par rapport aux questions éducatives? C'est-à-dire, quel était le message? Qu'est-ce qu'on voulait? On sait que pendant des années, des gens n'ont pas parlé de leur expérience, ne parlaient pas des camps, certains n'ont pas parlé pendant toute leur vie. Qu'est-ce qu'on visait? Qu'est-ce qu'on voulait pour nos enfants? Qu'il y ait quand même une possibilité de poursuivre quelque chose? Le silence, c'était donc la devise. On voulait absolument ne pas les confronter à l'horreur qui avait été vécue, sachant que de toute façon, ils ne comprendraient pas. Secondement, le traumatisme pourrait passer à travers les générations. Et il passe, il est intergénérationnel, il passe à travers la génération. On voulait surtout mettre une séparation, un mur, une barrière entre ce qu'ils avaient vécu, et ils ne voulaient même pas raconter. Il a fallu que les enfants ou les petits-enfants forcent. En fait, c'est cela, les parents ou grands-parents à raconter, ou pour qu'ils puissent enfin connaître la vérité. Et j'ai autour de moi beaucoup de gens dont les parents sont décédés et qui ne savent rien sur leurs parents. C'est-à-dire que même ce stade-là n'a pas été atteint. Il fallait absolument éloigner ce qu'ils avaient vécu de la future génération. Je crois que c'était le souci de préserver les enfants. Plus on éloignait les enfants, plus les enfants avaient envie de se rapprocher dès qu'ils avaient un petit morceau d'information en se disant on va en savoir beaucoup plus. Moi, j'ai besoin de racines, j'ai besoin de savoir... On a tous besoin de racines, on veut savoir d'où on est. Ça me rappelle cette histoire de... Un jour, on avait demandé à un ami de mon père qui était juif, de quelle origine il est séfarade ou ashkénaze. Il avait dit, je ne sais pas, j'étais jeté d'un train quand j'étais enfant. On m'a récupéré, une famille de paysans m'a récupéré. Je ne sais même pas mon nom, ni mon prénom, ni quels sont mes parents. Et cet homme-là était très malheureux, bien qu'il avait fait une réussite au niveau de sa carrière exceptionnelle. Il n'a jamais su, il ne sait pas comment il s'est appelé, comment on l'appelait et comment étaient ses parents. Il était très malheureux de ça. Pourtant, rien ne lui manquait. Matériellement, rien ne lui manquait. Oui, il avait une famille d'adoption, des paysans dont il savait que ce n'étaient pas ses parents parce qu'il était circoncis et que ses paysans lui avaient raconté. Il a fait une carrière journalistique incroyable. Mais de ne pas savoir d'où il venait, qui il était, c'est une souffrance qui ne quittera jamais, en fait. On termine cette deuxième partie de Plein l'ado. Et là, je vais arriver beaucoup plus à ta carrière, même de ta nouvelle carrière, un peu en parallèle, de guide. Parce que je vais essayer de relier tout ce qu'on a dit au fait de connaître bien Israël, et là on se promène. Ok, alors je vais résumer un peu les précédentes parties, tu vas voir où je veux en arriver. Cet amour de la transmission, comme ça, de comprendre qu'il y a des leaders aussi dans le peuple juif qui viennent, qui expliquent, qui prennent des décisions qui tranchent, même si des fois il y a une controverse et
et on va discuter, crier. Il faut montrer au peuple une direction, il faut leur montrer des choses. On voit aujourd'hui à Gaza ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive à un peuple qui perd sa mémoire, qui perd son histoire, qui n'a pas les références pour pouvoir se défendre quand on va l'accuser à l'UNESCO de ne pas être en rapport avec Jérusalem ou toutes les questions qu'on voit qui sont de plus en plus actuelles. Dans un pays comme Israël, c'est très clair. Il se passe qu'un enfant, un adolescent de 18 ans, qui doit donner 3 ans de ses plus belles années de sa vie, ou une jeune femme, jeune adolescente qui doit donner, elle, 2 ans, si elle ne comprend pas pourquoi elle doit sacrifier 3 ans de sa vie, ou 2 ans aussi, cette personne, pour défendre cet État, si elle ne comprend pas pourquoi, si elle n'a pas un peu d'histoire derrière, eh ben, elle ne trouvera pas la justification. Elle partira en Australie, elle partira, je ne sais pas où, à Berlin, pour passer du bon temps, et l'État n'existera plus. Donc c'est très très lié, c'est une question existentielle. Comment l'historien qui a écrit des bouquins, etc., qui a fait aussi du droit, parce qu'il faut viser un but, et il faut essayer... Comment tu guides? De quelle façon tu guides? Bon, je te connais assez pour savoir que tu dois guider de façon très originale aussi. Tu dois avoir un chapeau, tu peux le mettre pour de nous le montrer. Ah oui, le chapeau, c'est pour le soleil. Oh là là, depuis Indiana Jones, c'est pas... Le chapeau, c'est pour le soleil. De quelle façon tu guides? Comment tu marques les esprits? Je m'assois d'abord, je commence toujours par guider en m'asseyant 10 minutes, un quart d'heure, un endroit calme, tranquille, et j'expose l'endroit qu'on va voir. Je raconte ce qui s'est passé depuis le début, qui était là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on va voir. Si nécessité, comme à Jérusalem, je montre des cartes, comment la ville a été construite, reconstruite, soit Jérusalem ou un autre endroit d'ailleurs, Césarée ou autre. Et je lis quelques passages de la Bible ou d'autres livres comme Flavius Joseph, La révolte des Juifs, ou encore d'autres témoignages qui sont contemporains, plus contemporains, et on va sur le terrain. Ce qui est original dans cette façon d'enseigner l'histoire, c'est qu'on voit l'histoire sur le terrain. C'est-à-dire que les pierres nous parlent, les objets qu'on a trouvés nous parlent, tous ces pierres-là ont connu l'histoire que je viens d'exposer en général. Et donc, c'est une aventure. Jérusalem, c'est très spécial. Il faut savoir que on croit connaître Jérusalem. Beaucoup de touristes francophones me disent « Bon, fais-nous voir Jérusalem. Nous, on connaît bien Jérusalem. » Moi, je leur dis, si vous connaissez bien Jérusalem et que vous n'avez rien vu de nouveau à la fin de la journée, c'est pas la peine de me régler, puisque je répéterai les mêmes choses que vous avez vues. En règle générale, 99% des choses que je montre, hein, et le temps que je passe, c'est la première fois que les gens le voient. Il y a juste le mur d'élémentation qu'ils voient pour la seconde fois, c'est tout. Et encore, parce que je suis obligé de le faire, mais sinon on pourrait même passer outre, presque, parce que c'est pas le plus important. Donc ce que je montre, les sous-sols où je descends, les tunnels qu'on monte, etc., ça fait partie de notre histoire. Ce sont des choses que nos ancêtres ont vues. Si vous voulez, je fais la suite. Je continue l'histoire avec eux. Eux font partie de l'histoire. Mais pour qu'ils comprennent qu'ils font partie de l'histoire, il faut déjà connaître ce qui s'est passé un petit peu avant, y compris l'histoire de la société, les différentes conquêtes ici, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, qu'elles soient mongoles. Il y a eu beaucoup de monde ici. David, comment sont les réactions? Les réactions des adultes m'intéressent, mais je suppose que tu as eu aussi des adolescents, des khayalim peut-être. Comment réagissent les gens quand ils commencent à toucher au cœur de leur histoire et qu'ils le voient sur le terrain aussi? D'abord, ils sont étonnés parce qu'ils comprennent qu'ils ne savaient, enfin, ils apprennent qu'ils ne savaient rien. C'est toujours une révélation. Ouais, ils sont très choqués. Tu sais rien, ouais. Ils sont très choqués. Maintenant, en général, malheureusement, la majorité des visites, c'est une journée. Donc, ils ressortent avec une journée complètement, je dirais, gavée, comme une noix qu'on a gavé des mois d'informations et de dates et de personnages. Et ils me disent, David, ça va nous obliger maintenant à lire à la maison. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut lire quand on revient? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Enfin, je suppose que tu te promènes avec une liste de livres. Je me promène un petit sac avec notre Bible, le Tanakh, donc le Nouveau Testament qui est indispensable pour la compréhension de Jérusalem aussi, et quelques cartes qui sont aussi indispensables pour comprendre Jérusalem. Et donc, au bout d'une journée, c'est un peu le traumatisme. Positif, bien sûr. C'est-à-dire que les gens sont là et ils viennent de découvrir une ville qu'ils croyaient des fois connaître, qu'en général qu'ils ne connaissent pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas la première fois, c'est un choc.
c'est un choc. Là, je comprends maintenant les gens qui sont atteints du syndrome de Jérusalem. C'est un véritable choc parce que Jérusalem est multiconfessionnelle, multiculturelle. On peut y trouver de tout, que ce soit des Allemands, des Autrichiens, des Britanniques, des Éthiopiens, des Coptes, des orthodoxes grecs, des Juifs de différentes tendances. Et des musulmans aussi, mais pas seulement des sunnites. On peut aussi trouver des soufismes et d'autres choses. Donc c'est un multipode, tout ça dans 1 km², c'est-à-dire 1 km sur 1 km. Donc c'est tellement chargé, et en population, et en histoire, et en événements, c'est un choc, c'est un vrai choc, un vrai choc. Quels sont les endroits que tu préfères toi-même, personnellement, à Jérusalem, là où tu sens que tu vas pouvoir le mieux faire passer tes messages? Bon, j'ai une faiblesse pour la vieille ville, tous les quartiers de la vieille ville. Tu as habité la vieille ville aussi. Oui, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on habite un endroit qu'on le connaît. Tu connaissais rien. Et en fait, en étudiant pendant 2 ans à l'école de guide, je me suis moi aussi rendu compte que c'était un choc, malgré les nombreuses années d'études à la fac. L'histoire, quand on l'apprend, elle est théorique. Le droit aussi est théorique. C'est pas la même chose quand on apprend du droit que quand on le pratique devant des tribunaux ou dans un bureau d'avocat. C'est la même chose aussi pour guide. Guide, c'est de l'histoire qu'on croit connaître, mais qui est pratique, c'est-à-dire qui est lié, qui est relié à un lieu géographique, un lieu historique. Donc on est sur le terrain, c'est l'histoire sur le terrain, voilà. Comme un peu fait Stéphane Bern dans ses émissions, où il rentre dans le château, oui, où il raconte ici la princesse X et la duchesse Y. Ben, c'est à peu près le même principe, sauf que j'ai pas de télévision avec moi, j'ai pas de caméra, mais je suis là et les pierres parlent. C'est-à-dire que je montre des fois ce qui ressemble à des ruines, mais je vous dis, ici il y avait un palais, ici il y avait une fontaine, ici il y avait des canaux. Venez, on va voir ce qui reste des citernes qu'Hérode a construites il y a 2000 ans et on rentre à l'intérieur. David, tu as eu l'occasion de guider un peu des groupes de non-juifs. Après les déclarations, à l'époque, on ne voit pas trop le lien entre Jérusalem et les juifs, etc., pour leur montrer, en tant que guide et historien, combien c'est ridicule. J'ai pas besoin même de parler, parce que quand je montre, et j'en montre quelques-uns, mais quand je montre qu'il y a plus de 100 bains rituels autour de l'esplanade du mont du Temple, c'est-à-dire autour de ce qui était le second temple de Jérusalem, et que je montre les bains rituels où les Juifs s'immergeaient pour monter purs. Et quand je montre des restes d'ustensiles en pierre qui ne sont jamais impurs et que les Kohanim, les prêtres, utilisaient parce que c'était très très cher. Quand je vais dans ce qu'on appelle le quartier hérodien, que je montre les maisons où les prêtres exerçaient, ou habitaient, mais exerçaient juste en face au temple, je n'ai même pas besoin de dire qu'il existe une relation entre... Il n'y a plus besoin de parler, il n'y a plus besoin d'expliquer. C'est une évidence, tout est là. Tout est là. Donc on n'a même pas besoin de parler. Et quand on rappelle, par exemple, la résolution de l'UNESCO, les gens me disent, mais comment est-ce possible qu'on ait pu dire une chose pareille ? On est là, on voit les faits. Et c'est eux qui arrivent à la conclusion sur l'absurdité de la situation. C'est pas moi qui dis que c'est absurde. C'est justement le lieu que je montre qui montre que l'UNESCO est absurde. Alors David Shapira, en tant qu'éducateur, moi, il m'arrive d'arriver en France aussi, de tourner dans des communautés. En Israël aussi, où je rencontre des gosses qui ne savent pas obligatoirement bien qui était David Ben Gurion, c'est-à-dire leur histoire même récente, quoi, des fondateurs. Quel message que tu as pour les jeunes, pour les adolescents aujourd'hui, si tu devais faire passer un message en disant hey, attention, lumière rouge, c'est dangereux ce truc-là, il faut oui connaître son histoire, et qu'est-ce que tu leur conseillerais? Quels sont les ouvrages clés, centraux, que tu donnerais aujourd'hui à un jeune en disant si tu n'as pas lu ça, tu n'as rien compris à l'endroit où tu habites? Écoutez, d'abord, je sais qu'il y a des programmes comme Taglit qui sont très intéressants parce que les jeunes, pour la première fois, en général, découvrent des sites et un peu l'histoire d'Israël. On lit de moins en moins aujourd'hui. On est envahi par l'Internet et nos téléphones portables et nos tablettes. Je conseillerais aux jeunes de venir ici avec des amis, de prendre un guide et d'essayer qu'il leur explique en 2-3 jours un peu l'histoire de notre pays. Je suis resté récemment 10 jours avec une famille canadienne qui était aussi très loin des traditions juives, même si elles avaient des origines juives très marquées. Et pour eux, ces 10 jours ont été une révélation. Et maintenant, au bout de 10 jours, ils connaissent très bien l'histoire et d'Hérode et d'autres rois d'Israël et de la Shoah, etc. Parce qu'on a eu le temps, il faut prendre le temps. Et on n'est plus obligé aujourd'hui même de lire. C'est même plus intéressant de venir sur le terrain et qu'on nous mâche le travail. C'est-à-dire qu'un bon guide vous explique
l'histoire de ce pays, les origines de ce pays, les origines du peuple juif sont traversées dans toute l'histoire. Et il y a ici assez d'endroits et assez de lieux marquants pour pouvoir expliquer cela. Alors, quelles sont tes armes pédagogiques, toi, quand des groupes arrivent ou des jeunes, et puis tu vois que les types se disent le guide, il est assis, il est en train d'expliquer, ouais, ça me prend un peu la tête, je vais regarder. Est-ce que tu as des coups que tu as prévus, j'en sais rien, tu te déguises en bonhomme, en Hérode, pour attirer l'attention et pour pouvoir... T'étais un pédagogue, on t'a vu, donc t'as des clés, t'as des trucs, des cartes dans ta manche? Oui, alors d'abord, je fais participer les gens, c'est-à-dire que je leur pose des questions. Je vois, d'abord, à travers ces questions, je vois quel est le niveau. Pour rien vous cacher, c'est assez décourageant de voir des élèves pas très âgés, de grandes écoles, comme Polytechnique ou Centrale ou l'école des mines, etc. Qui ne connaissent rien. Les chrétiens ne connaissent pas grand-chose non plus français à leur christianisme. Ça aussi, c'est assez désolant. Donc je suis obligé de faire des leçons de catéchisme. Heureusement qu'il y a des guides juifs pour ça. Voilà, et évidemment. Mais c'est pareil chez les juifs. Hein. C'est pareil chez les juifs et pareil chez les musulmans aussi. Il m'est arrivé aussi de guider des musulmans qui n'en savent pas beaucoup. Écoutez, il faut savoir faire vivre et revivre, c'est-à-dire qu'il faut avoir la passion. Je crois qu'il faut avoir la passion. Je pense que quand on essaye de transmettre un message et d'enseigner quelque chose où on le vit, de façon théâtrale, hein, c'est-à-dire je n'ai pas obligé de me déguiser, je fais assez de gestes et de bruits et de cris et des cartes et des doigts et j'interroge et j'interpelle et je tape sur la table, comme dans une classe, mais vous avez raison de dire qu'en plus il y a le lieu qui aide. Donc en général, encore une fois, l'introduction à chaque début de visite, il y a une introduction dans un lieu calme où il n'y a pas justement d'endroit à voir tout de suite, immédiatement, on s'assoit dans un endroit qui est paisible, calme. Et après, on va sur le terrain comprendre ce qu'on vient d'expliquer. Voilà, on essaye de mettre en pratique toute la théorie qui dure 5-10 minutes. Hein, c'est pas non plus un exposé d'1 heure. Mais quand on est passionné, et Jérusalem me passionne plus particulièrement que d'autres villes, parce que c'est une ville très très riche et très compacte, et très importante pour notre histoire, pour notre patrimoine culturel et pour nos aspirations même spirituelles. Que les personnes n'osent regarder un oiseau passer ou une mouche voler quand je parle. Alors, c'est très important, on va le faire passer aux jeunes qui nous regardent et à leurs parents. Soyez passionnés, ayez des connaissances à faire passer et vous allez voir que ça va tout seul, l'éducation. On va remercier le docteur David Chapira qui était avec nous. Et merci David, même s'il n'a pas réussi à me tutoyer jusqu'à la fin de l'émission, car il devient timide avec le temps. Je rappelle le numéro de la boîte vocale, le 050 430 80 20. Vous pouvez télécharger l'application Studio Qualita sur l'App Store ou sur Google Play. Soyez avec nous tous les mardis à 10h. Merci David Chapira. À très bientôt. Et on viendra faire un tour avec toi à Jérusalem dès qu'on a une occasion avec tout le Studio Qualita. Au revoir. Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.